La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. Merci d'être là tous les deux, comme chaque mercredi sur Radio Classique. Nouveau rebondissement dans l'affaire Epstein. Cette fois-ci, c'est un diplomate français qui fait parler de lui au travers d'échanges de mails avec Epstein. Tous les jours, un paquet cadeau qui expose à la figure d'un gouvernement, d'un réseau, des milieux d'affaires européens de préférence. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sachant qu'il faut le rappeler quand même, connaître n'est pas commettre. Moi, je suis fascinée comme tout le monde par cette affaire parce qu'en fait, elle regroupe tous les ingrédients du scandale qui peut nourrir en fait les sentiments anti-système et qui est un objet politique en fait, un peu de une bombe à fragmentation pour nos démocraties. Si justement on fait pas ce travail, nous journalistes bien sûr, mais globalement les politiques et les autres, de transparence, de distinction, de discernement, de précision, d'enquête et pas d'amalgame complètement délirant qui mettrait tout le monde dans le même sac, etc. Il y a plusieurs affaires, il y a l'affaire pédocriminelle, il y a des affaires financières, il y a des profils différents, il y a des suspicions sur qui manipulerait qui, mais ce qui me frappe moi, c'est que en France en l'occurrence, il y a un parti qui s'est emparé de cette affaire et à bas bruit depuis plusieurs semaines avant même qu'elle éclate complètement, c'est LFI, et qui sur les réseaux distille un peu l'idée que le système entier est complètement pourri, que c'est le retour du tous pourri, avec une petite connotation antisémite au passage évidemment, mais il y a là-dedans une inquiétude qu'il faut avoir parce que ça a des échos, ça renforce, ça nourrit le complotisme, ça nourrit les sentiments anti-système comme j'ai dit. Mais donc la seule réponse, c'est la transparence, la démocratie, la justice et la défense des droits de chacun et la précision. Nicolas Bétou, moi ça me rappelle WikiLeaks, mais avec le fond de sauce des mœurs et de ces jeunes filles victimes dont on parle assez peu finalement. On a très vite rejoint les hautes sphères de la bourgeoisie d'affaires internationales ou des sphères politiques, et on a complètement oublié en route qu'il s'agissait de viols sur des jeunes mineurs qui passent toujours au second plan. Pour vous, Nicolas Bétou, est-ce que cette affaire a de l'importance ? Oui, ça a de l'importance. Ce qui m'intéresse, ce qui me fascine d'ailleurs, c'est de voir que les jours successifs apportent des révélations successives. Mais ce que je regrette, c'est qu'on passe un peu trop vite parfois sur les révélations qu'on vient d'avoir. Par exemple, l'affaire Jack Lang, qui est une affaire gigantesque, parce que au-delà de ce que Epstein et les relations avec Epstein révèlent de la manière dont Jack Lang fonctionnait, y compris pour sa famille d'ailleurs, on se rend compte que ce personnage qui a été une des grandes icônes de la République mitterrandienne a vécu une partie de sa vie sur un train qui n'était pas le sien et qui était financé par d'autres, a vécu une partie de sa vie en quémandant des billets d'avion, des nuits d'hôtel, a vécu une partie de sa vie de relations et de mise en relation dans des conditions qui aujourd'hui apparaissent très suspectes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que aussi bien Ruth pointait le fait que LFI était en pointe sur les affaires Epstein, aussi bien le Parti socialiste a mis très longtemps à se positionner, par exemple, sur Jack Lang et sur le fait qu'il devait démissionner. Je pense que à chaque affaire ou à chaque sous-affaire, ces révélations, mais le fait d'avoir soulevé l'affaire Jack Lang va permettre d'enquêter et de comprendre beaucoup de choses de la manière dont a vécu cette partie de la gauche et ce personnage en particulier pendant des années, peut-être même des décennies. Jack Lang qui a été, à un moment donné, je crois, sous l'ère Sarkozy, un peu mutualisé entre la droite et la gauche. C'était devenu le ministre commun bis de la culture pour tout le monde. Oui. Mais c'est devenu le patron de l'Institut du monde arabe, c'est devenu une personnalité un peu, effectivement, qui appartenait à tout le monde, qui s'identifiait à tout le monde, qui était dans le paysage en quelque sorte. Mais heureusement qu'il a démissionné, heureusement qu'il doit rendre des comptes, heureusement qu'il doit s'expliquer. Et je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. On a un exemple type de quelqu'un qui apparemment a vécu au crochet de nombreux généreux donateurs et qui, par ailleurs, a peut-être fait des choses très importantes pour la France. Et c'est pas la question. La question, c'est qu'à un moment donné, il faut rendre des comptes.
On parle maintenant de la gauche tout court, ou de la gauche plus exactement. Jean-Luc Mélenchon, c'était la une du Figaro hier, a fait le choix du grand remplacement. Il considère qu'il faut s'adresser à la génération montante, la prochaine, et pour lui c'est la génération des laissés pour compte de la diversité, une espèce de France créole. Nicolas Bétou, choix stratégique, choix politique ou provocation ? C'est un peu des trois. D'abord, c'est une nouvelle étape dans la transformation de la gauche. Traditionnellement, la gauche était centrée sur la défense des ouvriers, de la classe ouvrière, comme on disait, une défense du monde ouvrier parce que c'était la classe des faibles. Progressivement, cette classe s'est éloignée de la gauche et on sait très bien que le vote ouvrier aujourd'hui est principalement orienté vers la droite, l'extrême droite en particulier. Et donc la gauche est passée progressivement de la défense des ouvriers considérés comme la classe des faibles à la défense des minorités considérées comme oppressées. On est passé de la faiblesse à l'oppression. Deux notions qui sont un peu différentes, mais qui pouvaient, comment dire, organiser une sorte de translation. Et ces classes dominées ou ces populations dominées, ça a été la défense des homosexuels et plus généralement des LGBT. Ça a été ensuite la défense des immigrés, et des immigrés, on est passé à la défense des musulmans et de la religion considérée désormais comme celle des opprimés, des faibles, des minorités. Et donc, par extension, ce travail d'accompagnement, disons, des intellectuels de gauche vers, enfin, de la classe ouvrière vers les minorités et en particulier les immigrés, est devenu le terreau sur lequel Jean-Luc Mélenchon, depuis qu'il a inventé cette créolisation de la société, c'était il y a maintenant entre 5 et 10 ans, depuis qu'il a inventé cette formule et cette stratégie, appuie sur le fait qu'il va installer son vote sur cette population. Quand on regarde juste un mot, les sondages sont très éclairants. Jean-Luc Mélenchon est, pour une écrasante majorité des Français, la personnalité la plus détestée, la personnalité politique la plus détestée. Le seul domaine, la seule population dans laquelle il est majoritairement référent, majoritairement apprécié, c'est l'électorat musulman. Il a trahi la gauche. Il a trahi l'esprit de la gauche. C'est une manipulation et c'est une trahison parce qu'il considère, il s'adresse aux Français musulmans par leur religion, ce qui est une trahison de l'esprit républicain et des valeurs républicaines. Et il continue à en faire une clientèle, ce qui est terrible parce que ça veut dire qu'il pense que les Français musulmans sont comment dire, sensibles à son discours extrêmement démagogique, ils le sont, mais une partie d'entre eux en tout cas, et il les enferme, il les assigne à cette identité religieuse. Est-ce qu'il n'est pas devenu c'est absolument inadmissible. C'est un leader de gauche à l'anglo-saxonne, on pourrait dire ça ? On connaît ses sources, c'est Jeremy Corbyn et d'autres. Corbyn a sauté. Oui. Corbyn a été expulsé du Parti travailliste par ceux des travaillistes qui pensaient que c'était une dérive. Il risque pas d'être expulsé, Mélenchon. Le parti est à sa botte. En effet, mais vous voyez que le parallèle devrait se terminer comme ça. Ce qui est inquiétant, et c'est pour venir aussi à ce que donne l'opinion aujourd'hui et qui est très intéressant sur le programme du Parti socialiste, on va y venir. C'est qu'il a contaminé une partie de la gauche et qu'il a ça a essaimé autour de lui, y compris les gauches, d'une gauche républicaine social-démocrate classique. Et on a un discours qui est complètement à l'envers et qui est anti-républicain. On en vient à la une de l'opinion, vous en parliez, et de cette contamination entre guillemets du Parti socialiste. Nicolas Bétou, c'est la une de l'opinion ce matin. Le programme du Parti socialiste en voie de mélenchonisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des horreurs dans ce programme et que plus à gauche que moi, tu meurs. Le PS a semble-t-il lancé une espèce de course au gauchisme, une course à la mélenchonisation en effet. On trouve dans ce pré-programme, alors il va être sûrement amendé, discuté, le PS est un grand spécialiste de ce genre de messes dans lesquelles chaque chapelle arrive avec ses petites propositions, mais le total, c'est que le papier de base, la base sur laquelle vont travailler les membres du PS est
incroyable, et le signe d'un incroyable retour vers l'esprit de 1980, pour dire les choses simplement. Ça ressemble aux 110 propositions. Ça ressemble aux 110 propositions, et franchement, on y voit des horreurs. C'est une reprise générale en main par l'État. C'est évidemment la taxe Zuckman, une taxation des héritages, des impôts dans tous les sens. C'est les héritages sont déjà taxés, et lourdement. Oui, mais très lourdement. Et donc, c'est une surimposition dans tous les cas de figure. La richesse est déjà taxée. C'est l'abrogation de la réforme des retraites. C'est des chèques distribué en veux-tu, en voilà, un chèque soleil même, un chèque syndical. Le chèque syndical, c'est très intéressant parce que c'est une façon pour l'État de financer les syndicats, mais d'une façon particulière. Le chèque syndical, l'État donne de l'argent à un ouvrier, à un salarié, à un employé, à un cadre, pour qu'il se syndique. C'est ce qui a détruit l'Argentine. Parce que les syndicats deviennent des puissances de blocage qui sont clientélistes et qui vivent de l'argent de l'État qui transite par les syndiqués. En plus, tout ça est catastrophique. En plus, ça marche pas parce qu'il y a de moins en moins de syndiqués. Les syndicats sont absolument pas représentatifs. Tout ça est absolument catastrophique. Il y a aussi la fin du nucléaire, par exemple. Alors qu'on a compris que c'était une des richesses françaises que nous envie maintenant une Allemagne qui s'en est dépossédée. Ça continue, ça aussi. Bah oui, oui. Il y a aussi la guerre scolaire qui est relancée. Voilà. Il y a aussi, les vieilles lunes. On appelle ça les vieilles lunes. Oui, oui, oui. Et puis en même temps, une forme de mode sur l'économie sociale et solidaire qui, sur certains sujets, est intéressante, mais qui là va très loin. Je crois qu'il y a un chèque alimentation. Il y a des choses comme ça. Bon, c'est vrai que on est inquiet, et c'est vrai que le papier d'Anton Oberdorf de l'Opinion est très, très, très instructif, et il rappelle ce que disait Pierre Mauroy, puisqu'on parle de 1981. Il conclut en se souvenant que Pierre Mauroy, à la lecture des 110 propositions, avait dit « Mais quelle horreur, ce catalogue, c'est une catastrophe ». Je ne sais pas qui sera le Pierre Mauroy de cette année. Vous accepteriez une nationalisation de l'Opinion, Nicolas Béthou ? Jamais de la vie. Que ça devienne une agence gouvernementale. Comment voulez-vous que la presse soit libre comme ça ? C'est une provocation. C'est une provocation. Bien sûr, mais je vous rappelle quelle réponse attendiez-vous ? Je vous rappelle que les nationalisations ont été une catastrophe puisque la plupart des champions français ont disparu. Mes amis, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec un programme tout aussi riche qu'aujourd'hui. Puisque nous venons d'évoquer le Parti socialiste et qu'aujourd'hui c'est le jour des sorties cinéma, je vous propose qu'on se sépare avec la musique d'un éléphant. Ça trompe énormément. d'Yves Robert avec Vladimir Cosma pour la musique. Écoutez les mouettes.